Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode du podcast, je reçois Romaric Gallonnier, l'auteur notamment des jeux Splitto, Focus ou encore Free to Play, la nouveauté d'Explorate. Cet ancien professeur des écoles a imaginé depuis une douzaine d'années de nombreux jeux pour les enfants, des jeux d'ambiance et familiaux. Romaric est également l'un des membres fondateurs du mouvement des auteurs ludiques toulousains. Il apprécie les collaborations avec d'autres auteurs, comme avec Benoît Turpin, Antonin Bocara ou encore Luc Rémond pour ne citer qu'eux. J'ai eu le plaisir de faire connaissance avec Romaric cet été à Valménier, à l'occasion du Sommet des Jeux. J'ai découvert un auteur posé, passionné et plein d'idées. Alors, je suis très contente de recevoir à mon micro Romaric. Voilà, tu m'as été conseillé par Antonin Bocara lors d'un dernier podcast. Te voici à mon micro et je suis contente de te recevoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, tu pourras remercier ton compère Antonin d'être là. Je le dirai. Donc voilà, on s'était rencontrés à PEL avec Antonin et... parce qu'effectivement, vous veniez de sortir ensemble Focus. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, comment tu es arrivé dans ce magnifique univers qui est très riche. J'ai eu de la chance, entre guillemets, d'être dans une famille où on jouait beaucoup. J'avais des grands frères, on avait des jeux de société, donc voilà, on partageait cette occupation en famille. Et je pense que, comme beaucoup de personnes, j'ai eu un creux dans ma vie de joueur à un moment donné. Et puis après, je me suis remis à redécouvrir les jeux modernes plus tardivement, et ça devait être en 2005 ou 2007, quelque chose comme ça, où j'ai été dans une association de jeux à Toulouse qui s'appelait Ludimonde à l'époque. C'est une association qui participait à l'organisation du festival Alchimie du jeu, qui existe toujours. Et donc, j'étais avec des amis, puis en fait, je me suis rendu compte que l'univers du jeu de société moderne, il y avait plein de choses que j'avais pas suivies pendant des années. Et ensuite, c'était surtout avec un copain. Alors à ce moment-là, j'étais déjà professeur des écoles, il me semble, ou j'étais peut-être en formation. Et c'est un copain qui s'appelle Laurent Toulouse. Toulouse, c'est son vrai nom pour le coup. Et vous êtes de Toulouse, c'est oui, ça? Voilà, c'est ça. Mais je me souviens qu'on régulièrement jouait ensemble et puis on avait un peu aussi l'habitude de un peu décortiquer des mécaniques de jeu, etc. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de te lancer dans la création? Parce que ça, c'est entre dire et décortiquer un jeu qui nous intéresse et puis se dire, tiens, moi aussi, je vais me mettre les mains dans le cambouis et j'y vais. C'est pas donné à tout le monde, il faut oser aussi. Et comment tu t'es lancé? Ouais, je pense que j'avais une appétence pour la création quand même depuis assez petit. Parce que je me souviens quand j'étais jeune, j'aimais bien écrire. Alors du coup, j'avais des cahiers où j'écrivais des choses, j'écrivais des petites nouvelles ou des choses comme ça. Et le jeu, ça me questionnait aussi un petit peu parce que j'avais essayé, je devais avoir 12 ans à l'époque, donc ça n'a pas mené bien loin, mais j'avais essayé de rédiger un livre dont vous êtes le héros parce que j'étais passionnée, moi, de ça. J'en consommais pas mal à l'époque. Toi aussi. Et puis en fait, quand on y pense, les règles sont pas très compliquées, donc ça me semblait faisable de créer le mien. Donc j'avais fait tout un système de règles, de points d'équipement, de points d'attaque, etc. Ouais, c'est chouette. Et puis après, j'avais commencé à écrire. Et puis rapidement, je m'étais retrouvé dans une impasse parce que dès qu'on fait 2-3 embranchements, en fait, c'est assez compliqué. J'avais pas la méthode. Donc, oui, parfois c'est très labyrinthe, parfois les jeux dont vous êtes, les livres dont vous êtes le héros. Moi, je me souviens, avec mon frère, je dessinais des cartes. On faisait chacun notre livre et on se faisait une map, quoi. Et on dessinait, là, on tourne à tel endroit. Et à la fin, on avait un univers dantesque. Ouais. Mais je pense que oui, c'est ça, la création, ça m'a toujours un peu questionné. C'est un peu logique que plus tard, je sois retombé dedans. Si ça n'avait pas été les jeux de société, je pense que ça aurait été autre chose. Ça aurait été peut-être de la musique, ça aurait peut-être été... J'ai l'impression que c'est une manière de se réaliser, quoi, d'être dans une démarche créative, quoi. Voilà, je le vois un peu comme ça, quoi. Je me dis, si je laisse une trace, ce sera peut-être de cette manière-là. Ouais. Parfois, je pose la question. Je crois que c'était à Antonin que je l'avais posé, mais il m'avait fait préciser la question. Je vais dire, quel a été ton premier jeu? Et il m'a dit, mais le premier jeu signé ou le premier jeu édité? Et alors, je te pose la question. Finalement, toi, c'est ton premier jeu. C'est quoi? C'est un proto, juste un proto, qui n'est jamais sorti? Ou est-ce que c'est un vrai jeu qui est sorti Alors non, moi j'ai eu beaucoup de prototypes avant d'avoir mon premier jeu édité. Quand j'ai commencé à créer des jeux, en fait, je savais que mes premières créations, elles allaient pas forcément tenir la route et qu'il allait falloir que je m'exerce un petit peu, comme si j'étais
comme si je voulais me mettre à dessiner, c'est des brouillons, etc. Mhm. J'avais lu, je crois, quelqu'un qui disait que quand on commence dans un domaine artistique, les 10 premières réalisations, elles vont être plus ou moins ratées, entre guillemets, et que du coup, il fallait se dépêcher de passer à la 11e. D'accord. Tout à fait la date en tête où j'ai commencé. Je me souviens, c'était en 2011. Ma méthode, c'était de me dire, je vais essayer de me faire la main en créant des jeux simples autour de petites mécaniques de jeux. Et ma méthode, c'était de créer un jeu par semaine, parce que je savais que ça allait pas aboutir à quelque chose qui allait être solide, qui allait tenir la route. Et je m'étais dit, autant passer rapidement à autre chose, comme ça. Donc au bout de la 11e semaine, c'était satisfaisant, c'est ça? C'était pas forcément satisfaisant, mais en tout cas, j'avais un petit peu avancé. Ça permet en tout cas de se donner des objectifs. J'ai eu pas mal de prototypes, et après, ce qui m'a aidé, alors dans mon parcours, j'ai fait un peu de recherche universitaire. Et en fait, il y a une méthode que j'ai réutilisée, qui vient de la recherche universitaire, parce que j'ai commencé une thèse en histoire. D'accord. En termes de méthode, c'est le travail le plus dur que j'ai jamais eu à faire. Parce qu'il faut arriver à condenser en quelques centaines de pages des milliers et des milliers de documents, etc. Et il faut une méthode de dingue pour arriver à Je ça. veux bien croire, c'est un boulot de dingue. Ouais, voilà. Très long aussi. Oui. Alors, je suis pas arrivé à bout d'ailleurs, je suis pas arrivé. Mais par contre, ça m'a fourni des outils ou alors des habitudes, il faut s'appuyer sur la bibliographie, par exemple. Donc, un de mes réflexes au début, c'était je le conseille à d'autres personnes, c'était de lire des ouvrages sur le game design. Ok. Il y a beaucoup d'ouvrages en anglais, du coup, donc il faut être un peu à l'aise avec l'anglais, mais d'accord. Il y en a un qui est très bien, qui est traduit en français, qui s'appelle L'art du game design, qui je crois qu'il est difficile à trouver maintenant, peut-être sur le marché de l'occasion. Ça explique des mécaniques, des méthodos? Ce que ça explique, c'est que en fait, souvent, justement, on a l'impression que créer un jeu, c'est créer des mécaniques. C'est pas ce que j'essaye de faire. Pour moi, les mécaniques de jeu sont mes outils. Mais ma finalité, c'est pas ça. C'est que je veux essayer de véhiculer quelque chose, soit une émotion, soit quelque chose de créer une expérience. Voilà, en fait. créer une expérience. Ouais. Alors il y a des fois où ça m'arrive aussi de m'amuser à manipuler des mécaniques juste pour l'intérêt d'essayer de tester des choses. Mm-hmm. Mais souvent, dans les tests, ce qu'on essaie de faire, c'est créer une expérience de jeu. Alors j'ai l'impression que des fois, les jeunes auteurs, le piège, c'est d'essayer de vouloir dire je veux faire un jeu de draft ou un jeu de deck building, mais sans réfléchir à quel est le propos en fait. Qu'est-ce que ça veut raconter au-delà de l'aspect purement mécanique. Et alors, quel a été ton premier jeu? Donc, tu as fait plein de petits protos, a priori. Donc, combien alors? Plus de 11 ou... Un peu plus de 11, oui, sûrement. Là, je ne les ai pas comptés, je ne sais pas exactement. Quel a été ton premier jeu finalement abouti qui a pu être signé et édité? Ça s'appelait Stéréotypes et préjugés. Et donc, c'était un jeu d'ambiance où le principe, c'est qu'il fallait essayer de se baser sur des portraits de personnes et essayer de répondre à une question. Donc par exemple, à partir du simple portrait d'une personne, on doit dire quel est son métier éventuellement ou quelle est son activité préférée. Enfin voilà. Ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'on a forcément des préjugés quand on est face à cet exercice-là. Ça crée en fait une matière assez drôle pour du jeu d'ambiance, à surtout pas prendre au premier degré. Hein. Ouais. J'ai eu un prix au Flip, enfin le prototype a reçu un trophée au Flip. Il était déjà signé à ce moment-là, ça a été édité l'année suivante chez Blue Cocker. D'accord. Donc c'est un éditeur toulousain que du coup je côtoyais. Donc j'ai eu cette chance d'avoir cette première édition à ce moment-là. C'est Casting du coup? Voilà, c'est ça. Ah ok, d'accord. Donc il est sorti en quelle année du coup? 2015. 2015. Ouais. Oui, donc ça a été ton premier jeu et pour le coup assez encourageant aussi ce retour du Flip. Alors le jeu n'a pas eu un succès commercial fou, hein. Il n'y a eu qu'un seul tirage, mais c'était encourageant au sens où effectivement j'avais l'impression que ça y est, j'avais fait un pas un peu dans le milieu. Le fait d'avoir une reconnaissance d'un jury, le fait d'avoir un jeu édité. Ça met un bon pied à l'étrier et ça... Ouais, c'est surtout que ça donne de la confiance après pour continuer. Mm-hmm. Comment tu as fait cette démarche d'aller vers... parce que c'est super d'avoir ces protos, mais quand on essaie de se vendre et de trouver justement un éditeur, ça s'est fait un peu par hasard, par des rencontres. Comment ça s'est passé pour toi? Là, c'était assez facile parce que du coup, j'ai rencontré Alain, qui est le responsable de Blue Cocker. Vous étiez un petit peu dans le même réseau, on va dire, sur Toulouse? C'était assez facile. Le fait de démarcher des éditeurs, ça fait partie du jeu, entre guillemets, quoi. Petit à petit, il y a des gens qu'on côtoie. Il se trouve que c'est un petit milieu, hein, quand même. En fait, on revoit facilement les gens d'un festival à l'autre. Donc là, tu as déjà une vingtaine de jeux édités, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Oui. Donc beaucoup de jeux d'ambiance, de communication. Il y a un peu de mémo, du jeu pour enfants. Oui. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, mais des jeux d'enquête coopératifs aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, il y a Profiler, jeu d'ambiance, Red Panda, Magic Rabbit, T'as piqué quoi? Ça, c'est chez Djeco, c'est pour les enfants. Il a eu une nomination
Spiel. Alors, pas de nomination, mais il était sur la liste des jeux recommandés. Ah Donc, oui, c'est ça, la- leur grande liste. Voilà, c'est ça. D'accord, mais Ouais. bon, c'est quand même cool. Oui, c'était quand même quelque chose. En 2021, c'est ça. Oui. Ok, Oui. donc après on a Speedo Memo, donc là on est sur de la mémoire. Les derniers en cours, on a Spito, qui est sorti chez Blam Édition, hein, donc l'an dernier. Oui. Myriade, avec Benoît Turpin. Mhm. Et là récemment Focus chez Old Chap avec Antonin Bocara. Donc on peut parler peut-être aussi des collaborations, justement le co-autorat. Pareil, c'est au fil des rencontres. C'était une envie à un moment donné de plus être tout seul pour travailler. En fait, je pense que c'était un peu un cheminement naturel parce que quand on était à Toulouse, donc forcément, j'étais amené à rencontrer d'autres personnes qui étaient un peu comme moi, à être un peu mordus de création de jeux. On s'entraidait déjà naturellement en se montrant chacun ses prototypes, etc., en essayant d'avoir des avis extérieurs. Ce qui nous a amené à créer après le collectif du Malte, le collectif d'auteurs toulousains. Le mouvement des auteurs ludiques toulousains. Oui, c'est voilà, ça. c'est ça, Voilà, ouais. je l'ai. Oui, Ouais, oui, ok. oui. Ah, t'en es à l'origine. Oui, avec Ok. Benoît Turpin. En fait, je pense que si j'avais pas rencontré Benoît, je ne me serais pas lancé là-dedans. Mais en fait, oui, tous les deux déjà dans une démarche un peu professionnalisante, quoi, à ce moment-là. Et puis on sentait que ça allait être pertinent de se regrouper en collectif. On avait à l'époque l'exemple de la Cale, c'était le collectif des auteurs lyonnais qui déjà était assez actif et qui en fait ça donnait envie parce qu'on sentait qu'ils arrivaient à se fédérer, ils arrivaient à avoir une dynamique collective. On considérait les autres auteurs pas comme des concurrents. Des quoi. partenaires, quoi. Oui, voilà. Bon, c'est une ambiance bon enfant. Surtout que ça soit un peu une émulation collective. Oui, Quoi. ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Vous êtes nombreux dans ce collectif? Il existe toujours sur Alors ça Toulouse, existe mais- toujours. Moi, j'habite plus à Toulouse même, donc j'ai moins l'occasion d'aller aux réunions du collectif. Ça fait 8 ans maintenant, du coup, que ça existe. Ils ont 2 réunions mensuelles dans des bars à jeux. Voilà. Donc du coup, c'est là que tu as fait ces premières rencontres et donc ces envies de travailler ensemble avec certains auteurs. Ouais. Alors comment ça s'est fait par exemple pour travailler sur, si on prend l'exemple de Myriade c'est un bon exemple. Ça fait longtemps qu'on a travaillé avec Benoît sur ce prototype. Alors à l'époque, c'était un jeu abstrait avec des dés, donc ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est devenu après, parce que Myriade, c'est devenu un jeu de tuiles. On recrée un sort de puzzle avec des tuiles. En fait, on a eu tout un développement avec les éditeurs qui étaient intéressés, mais il y avait un coût de production qui était un peu lourd, parce qu'en fait, on utilisait des gros dés qu'on voulait que les gens ne lancent pas, mais qu'ils manipulent. C'était des dés plus gros que la moyenne. D'accord. J'avais eu cette idée d'ailleurs, c'était avec les cubes de construction de mon fils. En fait, il y avait des cubes avec ce genre de cubes là où on retourne, il y a des lettres qui écrites dessus, où il y a des dessins. Des cubes pédagogiques un peu pour les enfants, voilà. ouais, ok. Ouais, exactement. Pour qu'ils Donc, manipulent. j'étais parti de cette idée-là D'accord. qu'on utilise le dé pas pour le lancer, mais pour le manipuler. Et bon, voilà, l'inconvénient c'était que ça revenait cher à produire. Au bout d'un moment, donc on était avec Antoine de Superlude, et au bout d'un moment, on a réussi à transformer le dé, qui est un objet en 3 dimensions, on a réussi à le transformer en objet de 2 dimensions. En fait, les tuiles, elles ont les mêmes probabilités que le dé, donc c'est des tuiles triangulaires qui ont 6 angles. D'un côté, si on compte les 2 côtés. Le recto verso, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, en le transformant comme ça, le jeu devenait beaucoup plus facilement éditable. Mais entre tout ça, il s'est passé, je crois qu'on a signé le jeu en 2017 ou environ. Et il est sorti cette année, au printemps, là. Ce qui fait que ça a été un cheminement un peu long, un peu chaotique. Mais bon, finalement, voilà, on est content que ça puisse se faire. C'est un jeu de logique, hein, c'est ça. Oui, c'est un sorte de casse-tête compétitif. Parce que souvent, quand on pense à casse-tête, on pense à jeu solo. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était un jeu style casse-tête, style un peu Smart Games, mais où tout le monde joue en même temps. Et donc, il faut se dépêcher de réaliser son casse-tête pour valider le défi. L'idée, je pense que la bonne idée, entre guillemets, qu'on a trouvée, c'est que forcément, il y a des joueurs ou des enfants qui vont être plus à l'aise dans ce type de logique. Et en fait, plus on gagne et plus c'est difficile. Donc, ce qui fait que naturellement, l'équilibre va se faire entre les joueurs et que, en fait, même ceux qui au début ils tâtonnent, en fait, ils vont réussir à réaliser des défis. Ça enlève un peu ce côté frustrant, peut-être que ça peut avoir parfois. Ouais. Quand on tombe sur des plus forts que soi. Oui. Sur Focus, par exemple, comment vous avez travaillé avec Antonin, donc un jeu à 2, d'association d'idées, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais. Comment vous avez travaillé ensemble sur ce jeu? Antonin, c'est intéressant parce qu'on a un parcours assez proche. Enfin, on a commencé à peu près en même temps. Alors, pourtant, on n'a pas le même âge. Il est beaucoup plus jeune que moi. Mais je me souviens, on a commencé à peu près en même temps quand moi, je montrais mon premier jeu, donc Stéréotypes et Préjugés, qui allait être édité.
Lui, il montrait à ce moment-là un jeu qui s'appelait Des Bourses, je crois, et qui a été édité bien plus tard, ensuite chez Libellude. Ah, et je crois qu'il m'en a parlé. Ouais. Antonin, on s'est côtoyés longtemps sur des événements, sur des festivals, et puis et je ne sais pas quand ça remonte, mais après, au bout d'un moment, l'idée est venue de travailler ensemble. Et il y a un moment donné où on n'habite pas très loin l'un de l'autre, donc il venait chez moi, etc. On avait commencé à réfléchir autour de cette idée-là. Alors Focus est particulier parce que c'est un jeu très minimaliste, ce qui correspond bien à notre style à tous les deux. On se retrouvait vite sur l'intention. Et ensuite, moi j'étais très satisfait du développement parce que, alors Antonin il est en même temps co-auteur, mais en même temps aussi éditeur parce que il avec Coldchap, les deux casquettes. J'aime beaucoup son approche parce qu'il réfléchit autant à la thématique, donc c'est lui qui a apporté toute cette thématique façon un peu Sherlock Holmes qui transporte le jeu dans le 19e siècle avec aussi les illustrations qui donnent une petite ambiance. C'est ça, mais sans noter Sherlock Holmes nulle part, parce que c'était pas l'intention. Oui, mais il a relu tous les Sherlock quand même, il m'avait dit. Oui, oui c'est ça. Et comme il aime bien faire les choses correctement, effectivement, il a fait un gros travail autour de l'univers du jeu. Et c'était une expérience vraiment plaisante de développer ce jeu avec lui. Le jeu a sûrement allé plaire à d'autres personnes. En tout cas, le démarrage, ça... Oui, il y a eu un beau travail d'illustration aussi de Simon Caruso. Donc là, je vous inviterai à aller écouter le podcast avec lui qui sortira prochainement aussi, puisqu'il explique un peu sa technique sur ce jeu. C'est assez intéressant parce que c'est assez simpliste, entre guillemets, le résultat, et en fait, c'est toute une multitude de techniques. C'est assez bluffant. Et il disait, bah oui, c'est le but, c'est de pas se rendre compte du travail derrière. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres projets justement avec Antonin, avec Benoît Turpin, avec Luc Raymond? Est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi qui sont à venir ou plus en solo? Avec Antonin, on a une actualité qui est assez proche là. On a créé un concept de puzzle édité sous le nom de Puzzle Aventure. Ça sera chez Gameflow, un éditeur qui a fait une gamme de jeux qui a... Ma première aventure. Voilà, les livres, ma première aventure. Oui, ouais, ma fille est fan. Oui. Je vois de ce dont tu parles. Voilà, c'est ça. C'est les livres qui fonctionnent très bien. C'est un peu les premiers livres dont vous êtes le héros, comme on parlait tout à l'heure. On pourrait le voir comme ça, c'est vrai. Quand on est arrivé pour les voir, c'était Cannes cette année, je crois, ou l'an dernier, je ne sais plus, maintenant le temps passe si vite. On leur apportait le concept, on avait appelé ça ma toute première aventure, donc c'était même avant du coup avant le livre du coup. Avant le livre. On visait sur autour de 4-5 ans pour ces puzzles-là. L'idée c'est qu'il y a une activité de puzzle classique, il faut reconstituer une image, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a une autre partie qui est que, en fait, il y a un jeu qui commence. D'accord. Donc la première étape, c'est un peu façon Où est Charlie ? C'est-à-dire que dans la grande image, il y a plein de détails, il y a plein de personnages. La première étape, c'est de retrouver un des personnages. Donc il y a toujours 3 personnages, un peu comme à la façon des livres. On prend la pièce sur laquelle est le personnage, on la retourne, et au dos de la pièce de puzzle, du coup, il y a le personnage qui parle, il y a une petite bulle de bande dessinée, il nous lance dans une quête. D'accord. Et ce qui fait qu'en fait, ça va nous amener à une autre pièce de puzzle qu'on va défaire, etc. Il y a toute une histoire qui se déroule de cette manière-là. Alors du coup, les enfants sont acteurs, en fait. Les enfants sont acteurs, mais c'est plutôt l'adulte qui va lire à leur place. Bien sûr. Donc en fait, il y avait ce côté un peu relation parent-enfant qui nous intéressait aussi, parce que l'enfant en fait va faire le puzzle peut-être tout seul, mais après, il aura besoin du parent pour lui lire, comme si on lui lisait un album un petit peu, quoi. Sauf que pour avoir la suite, il y a ce petit travail de recherche dans l'image. Quand on a fini l'histoire, le puzzle est entièrement rangé dans la boîte parce que en fait on a défait les pièces une par une. Ça faisait partie de... Oui, c'est un aller-retour un peu. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On crée le puzzle et puis après en déroulant l'histoire, on le défait. Et le jeu consiste à défaire le puzzle. Ça, c'était une idée d'Antonin qu'il avait depuis un moment, puis qu'on a réussi à concrétiser. Et je pense que voilà, l'idée, en fait, ça nous plaisait d'essayer de voir le puzzle, en fait, que tout le monde a fait des puzzles, j'imagine, au moins en étant petit. Mais on trouvait ça intéressant de le voir d'une manière différente, quoi. D'utiliser finalement le dos des pièces qui n'est jamais utilisé d'habitude, d'utiliser pour faire autre chose. Tu disais tout à l'heure que tu étais enseignant, enfin tu avais travaillé avec des enfants, professeur des écoles, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est justement des idées qui te viennent un peu de cette expérience-là aussi, le travail pédagogique, ludique
avec les enfants. Est-ce que ce background-là est intéressant pour toi? Est-ce que tu en es conscient? Oui, tout à fait. Ouais. Ça m'a été utile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait pas mal de jeux pour enfants parce que déjà j'avais mon fils qui grandissait, donc ça c'était aussi idéal, c'était pour jouer avec lui. Je pouvais avoir la validation de suite de est-ce que à son âge il y arrivait ou pas. C'était le premier testeur, quoi. Voilà, c'est ça. Ça l'est toujours encore, Ouais. assez souvent. Donc on monte en gamme à chaque fois, du coup, Oui, suivant l'âge. voilà, c'est ça. Et il a quel âge là? Il a 9 ans, donc 9 ans, là maintenant ouais. je fais un peu moins de jeux pour enfants en ce moment. Pour enfants, j'entends, c'est en dessous de 8 ans, quoi, catégorie jeux enfants. D'avoir été professeur des écoles, oui, ça apporte un peu un regard sur quelles compétences on a à quel âge, etc. C'est quelque chose, je pense, qui m'a servi aussi et qui a pu être auprès des éditeurs aussi, peut-être un petit gage de sérieux, entre guillemets. Mon intention, c'était pas de faire du jeu éducatif, mais je pouvais un peu mettre les mots sur ce jeu-là, il va travailler tel type de compétences. Et au-delà du côté ludique, il y a aussi... Mais c'est vrai que c'est ce qu'on recherche de toute façon en tant que parent. Enfin, c'est vrai, quand on est joueur et parent, on recherche effectivement en même temps par le jeu. Enfin, de toute façon, on apprend par le jeu. Enfin, un enfant, même toute notre vie, on apprend par le jeu. Au moment en tant que parent, c'est vrai que je me souviens, c'était la première question que j'avais posée à la maternelle quand mon fils était rentré. C'est mais qu'est-ce qu'il va apprendre cette année en fait? Qu'est-ce que vous cherchez à développer à l'âge de 3 ans ou à 4 ans? Voilà. Quand on n'est pas dans le milieu de l'éducation, c'est pas des notions qu'on a, quoi. Avec Antonin, d'autres projets à venir? On a aussi un autre jeu qui est en cours de développement, qui est quasiment finalisé. Ça va s'appeler La Fabrique à rêves. Je ne sais pas si tu en as parlé la dernière fois. Ça me dit quelque chose aussi, oui, je crois. Et il est peut-être évoqué. Ça sera un jeu chez Funny Fox. Donc c'est un jeu coopératif où il faut essayer, c'est un jeu de mots, on va placer, je ne vais pas expliquer, mais bon, on a des cartes de mots, il faut essayer de générer des idées communes autour de la table. C'est entre l'association d'idées et un jeu façon un peu Codenames, quoi. On va, cet aspect-là où en coopération, en fait, on a une contrainte de communication, bon, ce qui arrive souvent dans les jeux coopératifs. Il va y avoir des jolies illustrations là, donc on attend il faut qu'on finalise encore le travail, donc, mais normalement ça sera pour l'an prochain. D'accord. Alors là arrive très prochainement un jeu chez Explorate, la nouveauté d'Explorate, Fruit to Play, hein, c'est ça. Oui. Tu m'en dis un petit mot? Est-ce que ça arrive là pour octobre, pour Essen? C'est un jeu que j'ai créé avec Luc Raymond. C'était mon co-auteur pour Splitto déjà. Dans Fruit to Play, c'est un jeu de pli, mais où il y a plusieurs choses un peu différentes par rapport au jeu de pli qu'on connaît. C'est-à-dire que déjà les plis sont annoncés à l'avance. Donc il y a comme une ligne de cartes au milieu de la table qui indique sur quoi on va jouer. Donc on peut essayer de réserver dans sa main des cartes pour après, parce qu'on voit la succession de plis qui s'annoncent. C'est aussi un jeu où on va en fait faire des collections. Donc on va toutes les cartes qu'on récupère, on va les poser devant soi. Donc, il y a 4 types de fruits, bananes, pommes, figues et fraises. Donc on va faire des collections. Ce qui va compter, c'est que on va prendre sa plus grande collection à la fin de la manche et on va la multiplier par la plus petite. Mais si on n'a pas, par exemple, si j'ai pas de fraises, je multiplie pas par 0. D'accord. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'essayer au maximum d'avoir une seule collection ou deux. Et il y a certains fruits qu'on va viser plus que d'autres. Il y a une dernière chose un peu différente, c'est que les cartes qui restent dans sa main à la fin de la manche, parce qu'on repioche des cartes en fait au fur et à mesure, elles vont s'additionner à notre score aussi. Et c'est des petits twists qu'on a essayé de proposer. C'est un jeu très familial, hein, c'est à partir de 7-8 ans. Je vois d'ailleurs que dans les premiers retours qu'on a, c'est ce positionnement-là qui plaît surtout. D'accord. Parce qu'il y a un côté assez dynamique, on choisit tous une carte en même temps, on la révèle. Il y a le petit effet surprise quand on la révèle. Donc il y a un peu de la matière à calculer si on le veut, mais on peut aussi jouer, les enfants ne vont pas forcément anticiper par exemple les plis qui arrivent. Il y a moyen aussi de jouer de manière assez spontanée. Quoi. Oui, donc peut-être un jeu qui peut évoluer aussi en fonction de l'âge auquel on va jouer. Tactiquement, oui. Qu'est-ce qui est à venir d'autre dans ton actualité, encore des projets? Tu travailles toujours sur des protos. Il y a des choses à venir sur 2023-2024 qu'on n'a pas encore évoquées? Sur 2023, je crois pas, sauf surprise. Parce que la fin d'année va arriver vite, donc non, je crois pas. Et pour 2024, oui, il y a d'autres projets en co-création. Maintenant, je fais quasiment que des co-créations. C'est une formule de travail qui me convient bien, parce que déjà, il y a l'aspect un peu relation humaine, quoi, avec des copains, etc. Il y a cet aspect-là que, en fait, être auteur de jeu, c'est un métier assez solitaire. Hein. C'est la semaine, la plupart du temps, je suis chez moi, je travaille de mon ordi. Parce que là, on peut le dire, tu es auteur à plein temps. Oui. Ok, donc tu n'es plus instituteur. Oui, c'est ça, oui. Okay. Je suis auteur à plein temps. Depuis combien de temps? Ça doit faire à peu près
4-5 ans, je dirais. Je sais plus, j'ai plus en tête, mais ça commence à faire quelques années, oui. Oui, donc effectivement, métier solitaire, et c'est important de voir du monde pour échanger les idées, justement. Oui, voilà. Et puis, il y a des fois où, en fait, on est bloqué dans des impasses. Et puis, en fait, je pense qu'il y a pas mal de jeux que, en mélangeant deux regards, il y a plein de jeux que j'ai fait en co-création que j'aurais pas été capable de faire tout seul. Parce que, en fait, des fois, on est un peu enfermé dans sa propre logique. Et c'est là où l'avantage d'avoir un co-auteur, c'est que quelqu'un d'autre qui va venir débloquer, qui va venir proposer des choses. Est-ce que tu veux rajouter autre chose à cette interview sur ton parcours, sur les jeux à venir, sur un conseil peut-être à donner à futurs auteurs peut-être qui voudraient se lancer, qui n'osent pas? Alors, si j'avais un conseil, je sais pas, il y a plein de choses parce que c'est tout un parcours en fait que moi j'ai eu et que je pense qu'il faut pas essayer de brûler des étapes. Il y a souvent en fait le piège des fois d'une première création où on est trop attaché à un premier jeu, on y consacre trop de temps et puis on s'épuise peut-être. Oui, voilà. Puis on a du mal à se rendre compte que en fait, ça serait mieux de tourner la page ou quoi. Moi, la plupart de mes projets, ils ont fini sur une étagère et puis peut-être que je reviendrai un jour, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur du brouillon. C'est comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut essayer de trouver son... Peut-être, alors c'est compliqué parce qu'au début, quand on crée un premier jeu, on n'en a pas forcément conscience. Mais je pense qu'il faut arriver à trouver là où on peut être pertinent. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne serais absolument pas capable de créer du jeu expert, par exemple. Je n'ai même pas essayé parce que je sais que je n'ai pas l'esprit qui est fait pour ça. Voilà, je n'ai pas l'esprit assez logique, je pense, assez matheux pour ça. D'accord. Par contre, mon ressenti, c'est que j'aimais créer des expériences de jeu. J'ai un esprit assez synthétique, ce qui fait que je me concentre sur une mécanique. Voilà, et ce qui compte pour moi, c'est l'interaction qu'il y a souvent entre les joueurs. Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à voir là où on peut être bon et essayer de faire des jeux qui nous correspondent, qui nous correspondent ou qui nous plaisent, tout simplement. Ouais. Je te propose de conclure avec un petit portrait chinois ludique. Oui. Voilà, 3 petites questions. Tu peux répondre du tac au tac ou prendre un peu le temps de réfléchir, c'est comme tu le sens. C'est en rapport avec le monde du jeu de société. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Plutôt solo, compétitif, coopératif, semi-coopératif? Donc pour moi, ce serait plutôt le mode de jeu coopératif parce que en fait, ce qui me plaît, c'est qu'on n'est pas dans une confrontation avec les autres joueurs. Enfin, en tout cas, c'est pas ça ce qui compte avant tout. C'est pas combien on a eu de points de plus que les autres joueurs. Ce qui va compter, c'est plus le moment partagé. Je me rends compte que moi, quand je joue en famille ou quoi, je préfère ce type d'ambiance. Et je trouve qu'il y a une sorte de bienveillance, il y a une sorte d'écoute qui se développe quand on joue à des jeux coopératifs qu'il y a moins, ou différemment en tout cas dans les jeux compétitifs. Et il y a quelqu'un qui me disait récemment, en parlant de Focus justement, qu'il trouvait que c'était un jeu en fait, qui était basé sur l'empathie. Et je trouvais ça assez beau et assez juste. C'est qu'en fait, il faut arriver à écouter l'autre, arriver à se comprendre. Et ça, c'est le genre de valeur qui me plaît, voilà, et qui me correspond. Ok, cool. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Une mécanique, alors c'est difficile parce que j'ai pas forcément de préférence particulière. Pour moi, comme je disais, c'est plus des outils, donc j'ai pas forcément d'affect qui sont liés à des mécaniques. En plus, je fais plus des jeux grand public où en fait là, c'est pas la mécanique qui va forcément être au centre, comme par exemple du deck building où la mécanique va vraiment être au centre. Je dirais que mes mécaniques préférées, c'est plutôt celles qui créent des émotions. Et donc, alors ça dépend, mais par exemple. Des jeux je dis un exemple qui me passe par la tête en premier, mais un jeu de stop ou encore, par exemple, ça va générer plus d'émotions chez le joueur qu'un jeu de deck building. Alors même si là c'est ridicule de l'exprimer comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans la mécanique, il y a des fois des ressorts qui font que on crée... on crée une émotion, une frustration ou une joie d'un seul coup. Ouais, okay. Donc c'est plutôt ce type-là de mécanique qui me plaise à manipuler, plutôt que quelque chose qui est vraiment trop cérébral. D'accord. Et enfin, si tu étais une thématique de jeu, est-ce qu'il y a une thématique en particulier qui te correspondrait? Je disais tout à l'heure que j'ai essayé quand j'étais jeune, j'ai essayé d'écrire un petit peu. Le problème, c'est que moi, je suis un peu un auteur frustré, enfin en tout cas un écrivain frustré, c'est que j'ai aucune imagination.
Et je le dis sérieusement, parce que ça peut paraître bizarre, mais je suis très mauvais pour créer des univers. Donc, ce qui fait que souvent, mes jeux, mes prototypes, au départ, sont très abstraits. Et après, au bout d'un moment, ça découle, on met un thème dessus. Mais c'est rarement le point de départ. Parce que j'ai un mode de réflexion où, en fait, j'essaye vraiment de partir de l'abstraction et puis après, j'essaye de voir après coup qu'est-ce que ça peut raconter. Mais je pars pas de. Tu pars pas d'une thématique. Je pars pas de l'autre sens, ouais. Ce qui fait que j'ai pas forcément de thématique qui m'interpelle plus qu'une autre, quoi. Enfin, ça m'est arrivé souvent d'ailleurs dans mes jeux édités que la thématique change. Et ça me dérangeait pas spécialement parce que pour moi c'était pas ça le propos, ouais. Ok. Alors si tu avais quelqu'un à me proposer en interview, voilà, si tu balances un copain comme Antonin l'a fait, si tu qui tu aimerais entendre à mon micro pour parler un peu de son histoire, de son parcours. Je pourrais proposer Benoît Turpin du coup parce que c'est un ami, comme je disais, de longue date. On a fait un peu nos débuts ensemble. On a créé le Malte, comme je disais. Puis après, on a créé la Sage aussi, un peu plus tard, donc la Société des auteurs de jeux. Benoît est président à l'heure actuelle. Oui, il y a eu un gros travail aussi autour de la reconnaissance du jeu en tant qu'objet culturel. On en avait évoqué un petit peu avec Maud Chalmel. Vous aviez été défendre ça à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si toi tu y étais, mais... Alors là, je n'étais plus dans le conseil d'administration à ce moment-là, mais en tout cas, Benoît pourra tout à fait parler de ça. Et c'est un auteur que j'aime bien, qui propose vraiment des choses intéressantes, qui a eu la chance d'avoir un succès qui est tout à fait mérité avec Welcome. Je pense que ce serait le candidat idéal pour un podcast. Ok, je le note. Écoute, merci pour cette interview. Je te propose qu'on termine le podcast comme on fait à chaque fois, par la petite phrase habituelle. Donc je vais dire « Au jeu de Romary Gallonier ». Tu joues ou quoi ? Et le tout joue ou quoi, on le fait ensemble. Ok. T'es prêt ? Ouais. Ok. Alors, au jeu signé Romary Gallonier. Tu joues ou quoi ? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager sur vos réseaux et à en parler à vos amis joueurs. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Le prochain épisode du podcast sera consacré à l'illustrateur et graphiste Simon Caruso, qui nous parlera de son parcours et de son métier. En attendant, je vous souhaite de bonnes découvertes ludiques. À très bientôt!